Jean de La Fontaine. Fable, livres 7 à 11. Parcours, imagination et pensée au XVIIe siècle. Présentation. Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et, dans une moindre mesure, pour ses contes. Ces fables constituent la principale œuvre poétique de la période classique et l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Le tour de force de La Fontaine est de donner par son travail une haute valeur à un genre qui jusque-là n'avait aucune dignité littéraire et n'était réservé qu'aux exercices scolaires de rhétorique et de latin. Les fables de La Fontaine sont 3 recueils regroupant 243 fables allégoriques publiées par Jean de La Fontaine entre 1668 et 1694. La plupart inspirées des fables d'Ésope, Babrius et Phèdre mettent en scène les animaux et contiennent une morale explicite ou implicite. La morale est présentée au début ou à la fin du poème. L'auteur y invente un genre en rupture avec les traditions ésopiques, évangéliques et humanistes où le style et l'esprit plus que le propos se veulent didactiques. Le premier recueil des fables correspond au livre 1 à 4 des éditions actuelles. Le deuxième recueil correspond au livre 7 à 11 et le dernier recueil correspond au livre 12 actuel. Parcours de lecture, imagination et pensée au XVIIe siècle. Définition du parcours. L'imagination signifie image, vision, sans employer pour l'image d'un rêve, mais le mot désigne aussi la faculté d'inventer des images et de former des combinaisons nouvelles d'images. Penser signifie une méditation. Au XVIIe siècle, les romans accordent une large place à la fiction, mais ne peuvent se passer d'une part réflexive. L'esthétique classique au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle s'impose comme le règne de la raison et de la morale. Il est marqué par le triomphe de l'ordre littéraire, culturel, artistique, architectural et politique. L'honnête homme, c'est l'idéal du XVIIe siècle. Il est élégant, spirituel, courtois, cultivé, aisé, et il incarne la sagesse dans la vie et dans l'amour. Les deux courants de pensée. Le courant précieux se distingue de tout ce qui incarne la vulgarité en visant le raffinement de la personne, des sentiments et du langage. Le courant libertin, philosophique ou mondain, qui veut se libérer de la religion et de ses dogmes pour donner à l'existence humaine un sens uniquement terrestre. Les moralistes. Au XVIIe siècle, le foisonnement romanesque est incontestable, mais on développe parallèlement toute une littérature des idées à visée moralisatrice. Exemple, les mémoires du cardinal de Retz, les maximes de la Rochefoucauld, les lettres de Madame de Sévigné. Le style. La Fontaine pratique la gaieté de la conversation, style qui transpose à l'écrit l'ironie spirituelle et mondaine de la conversation de salon. Il écrit la plupart de ses fables en vers irréguliers, ayant un air qui tient beaucoup de la prose. L'auteur varie d'un distique, voire d'un vers à l'autre, le nombre de syllabes, mais y met toujours au moins une assonance, et souvent une rime. Toutefois certaines, tels le meunier, son fils et l'âne, et le vieillard et ses enfants, sont en alexandrin régulier.
Sur la position du sujet, on peut dire que la liberté de ton que produit cette manière de composer irrégulière sert de procédé stylistique mis en œuvre par l'auteur. Le premier est le récit factuel par lequel le moraliste évite la posture du moralisateur et prend celle de l'observateur. Le second est inversement l'emploi récurrent de la première personne du singulier et l'expression par cet observateur, pourtant le lecteur, d'une opinion personnelle caractéristique de la pédagogie humaniste. Les fables remplacent le surnaturel par le bon sens, l'exégèse chrétienne par l'exercice de style, l'édification par l'anecdote badine, l'exphrasis par l'allusion allégorique. Elle manque ainsi le passage de l'esthétique des belles lettres à celle laïcisée d'un classicisme prometteur de lumière. Les thématiques. Le triomphe de la force et de la ruse. La Fontaine fait ressortir la cruauté de la société du grand siècle. Les conflits mis en scène par l'auteur se terminent immanquablement par la défaite, l'élimination physique, voire la dévoration du plus faible ou du plus naïf, violence que souligne la soudaineté du dénouement. Le monde des fables est celui de la force et de la ruse et le registre pastoral, quand La Fontaine y vient, n'est qu'une parodie pour en dénoncer bientôt l'hypocrisie. Si au début de la fable, les figures naïves des animaux ou d'hommes réduits comme des santons à leur métier renvoient à la féerie de l'enfance, la fin est celle du désenchantement. Le pessimisme mélancolique, les fables des bêtes, tempèrent le philosophe humaniste aspirant à un idéal de dignité humaine. Il s'agit d'une leçon de désillusion adressée à l'esprit enfantin qui imagine l'homme tel qu'il n'est pas, un déniaisement consenti plus proche des maximes de La Rochefoucauld. Inspiration et source. Les fables ne puissent pas qu'à la source ésopique. La Fontaine a fait un travail d'adaptation de toutes sortes de textes antiques à valeur morale, en partie à partir d'une des premières traductions françaises qu'en a fait en 1610 le Suisse Isaac Nicolas Nevelet, érudit et bibliophile éminent. C'est cette somme de la littérature classique grecque et latine qui compte 199 fables qu'a utilisé La Fontaine pour écrire certaines fables d'Ésope telles que La cigale et la fourmi. Le second recueil de fables s'ouvre à la tradition indienne. Dans l'avertissement de ce deuxième recueil, La Fontaine écrit à propos des enrichissements, c'est-à-dire les fables orientales qu'il livre là en complétement du premier volume, seulement je dirais par reconnaissance que j'en dois la plus grande partie à Pilpay, sage indien. La Fontaine a aussi puisé dans le patrimoine de son propre pays. Il s'est par exemple inspiré de l'Ésopée, un recueil de fables ésopiques adapté en français d'une version anglaise par Marie de France, poétesse française de la cour d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Le roman de Renard, ensemble de récits animaliers médiévaux, a sans doute servi de source pour les fables, certaines histoires restant communes entre les deux comme le loup et le renard. Moralité les plus souvent citées. Eh bien, dansez maintenant. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. À l'œuvre, on connaît l'artisan. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. En toute chose, il faut considérer la fin. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu
lui prête vie. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Aide-toi, le ciel t'aidera. Amour, amour quand tout nous tient, on peut bien dire adieu, prudence. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. Ventre affamé n'a point d'oreille. Destin d'un chef-d'œuvre. Dans son avertissement, La Fontaine annonce qu'il entend bien remplir de plus de variétés son ouvrage. Il ajoute « J'ai tâché de mettre dans ces deux dernières parties toute la diversité dont j'étais capable. » Rien n'est plus éloigné de lui que les exposés pédants et pesants, comme il le proclame dans L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Je haïs les pièces d'éloquence, hors de leur place et qui n'ont point de fin. La Fontaine entend aussi capter l'attention du lecteur pour mieux le faire réfléchir. Il ne cache pas que les animaux représentés dans les fables permettent avant tout de dénoncer les défauts des êtres humains. Les fables visent parfois les plus puissants. Le lion, symbole du pouvoir royal, s'illustre souvent par sa crédulité ou sa violence. Le pouvoir des fables n'est pas négligeable. Les fables permettent d'allier légèreté et gravité, et les morales font le charme du recueil. Le trésor des fables. Le fabuliste offre des modèles en guise de contrepoint et les fables renferment ainsi une forme de sagesse. La Fontaine célèbre aussi l'importance de l'amour qu'il négligerait pas contre le Louvre et ses trésors. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Acheron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à cacher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tient conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévoiements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me débrouillerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saute espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard est flatteur d'applaudir. On osa trop
approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens, querelleux jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, j'ai souvenance quand un près de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi, me poussant, je tendis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Le loup, quelque peu clé, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le pouvoir des fables à Monsieur de Barillon. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leur grâce légère? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre, il nous vient des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se laissent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que lui se repose? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cette hydre? En faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit plein de souplesse par éloquence et par adresse peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai ces 100 moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus, sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois peuple vain et légère, un orateur voyant sa patrie en danger courut à la tribune et, d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler, les mots tonna de ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria toute d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un prompt courut, l'anima d'abord contre vous. Quoi, de contes d'enfants, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entier à l'orateur.
Un trait de faible annule l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois cependant. Il le faut amuser encore comme un enfant. Le fou qui vend la sagesse. Jamais auprès de fou ne te m'est apporté. Je ne puis donner un plus sage conseil. Il n'est infiniment pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, au sot, au ridicule. Un fou allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse, et les mortels crédules de courir à la chatte. Chacun fut diligent. On essuyait force grimaces. Puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de 2 brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était de rire ou de s'en aller sans rien dire avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui, sans hériter davantage, lui dit « Ce sont ici hiéroglyphes tout purs. Les gens bien conseillés et qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous, mettront pour l'ordinaire la longueur de ces fils. Sinon, je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompés. Ce fou vend la sagesse. » L'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent en sa langue reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont dans tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas, enfin il repartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient. Le cas est proposé, c'est des choses faciles. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mêmes pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin.
Enfin, me voilà vieille. Il me laisse à un coin, sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attachée, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent. Faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vante aux animaux, que cette suite de travaux pour récompense avait de tout temps que nous sommes, force coups et degrés. Puis, quand il est vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence de Dieu. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitrer accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien, puis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne. L'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne répondait-on sans prendre la congé? De son tempérament, il était encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grandes. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un désert les dents, c'est un sot. J'en conviens, mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire? Le lion. Sultan Léopard, autrefois, eut, se dit-on par Mentaubaine, force bœuf dans ses prés, force cerf dans ses bois, force mouton parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir le renard, vieux routier et bon politique. Tu crains, se lui dit-il, Lionceau, mon voisin, son père est mort, que peut-il faire? Plains plutôt le pauvre orphelin. Il a chez lui plus d'une affaire et devra beaucoup au destin s'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. Le renard dit, branlant la tête, tel orphelin seigneur ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié, ou s'enforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crues et qu'il soit en état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope. Il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon tâchez de l'affaiblir. La harangue fut vaine. Le sultan dormait alors, et dedans son domaine chacun dormait aussi bien, aussi bête Jean.
tant qu'enfin le lionceau deviendrait lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui. L'alarme se promène de toutes parts et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir: Pourquoi l'irritez-vous? La chose est sans remède. En vain nous appelons mille gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent. Et je ne les tiens bons qu'à manger leur part de mouton. Apaisez le lion. Seul il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien. Son courage, sa force avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Soignez-y quelques bœufs. Choisissez pour ce don tous les plus grands du pâturage. Sauvez le reste ainsi. Ce conseil n'est plus pas. Il en prit mal et force État voisin du sultan en pâtir. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoi que fût ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir un lion pour ami, si vous voulez le laisser crêtre. Éloge de l'amour. Tout l'univers obéit à l'amour. Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. Les autres dieux à ce Dieu font la cour, et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Sans cet amour, tant d'objets ravissants, l'ombrie dorée, bois, jardin et fontaine, n'ont point d'appât qui ne soit languissant, et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait. Dans le courant d'une onde pure, un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant. Plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'y dis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie,
et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Fable de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. Travailler prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir 6 enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera tomber. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait la haute. Creusez, feuillez, bichez, ne laissez ni place où la main ne passe, repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent, point de caché, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Fable de La Fontaine. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, dont les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Ah, presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, prêter ceux du logis à son maître complet, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poutelle, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien. Quoi? Rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix
un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, des fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il ayant qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sir Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Fable de La Fontaine. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains de les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du bout, but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convient. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque près d'être atteint. Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant dit du temps de rester pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il brode, il se repose, il s'amuse de toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emportais. Et que serait-ce si vous portiez une maison? La cigale et la fourmi de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine.
la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.